Je m'appelle Olivia Carter. J'ai 31 ans et 20 minutes avant que je ne sois censé remonter l'allée, j'ai découvert que ma famille avait été placée à côté des portes de la cuisine à mon propre mariage. Chaque fois qu'un serveur passait, les portes heurtaient presque la chaise de mon père. Ma mère tenait son carton de placement à deux mains, feignant de ne pas être blessée, tandis que des parents du côté de mon fiancé occupaient les tables de devant, marquées comme invités d'honneur. J'ai traversé la salle de bal et j'ai demandé à ma future belle-mère pourquoi les parents de la mariée avaient été cachés à l'arrière. Elle a regardé directement ma mère et a répondu assez fort pour que 3 tables voisines l'entendent. Nous ne voulions pas qu'ils mettent dans l'embarras les invités importants. J'ai attendu que mon fiancé les défende. Au lieu de cela, il a ajusté ses boutons de manchette et a haussé les épaules. Ce n'est pas grave, Olivia. Ne gâche pas la journée pour une table. Cette phrase a mis fin à quelque chose en moi. J'ai regardé l'homme que j'étais à quelques minutes d'épouser et j'ai réalisé qu'il n'était pas surpris. Il savait déjà. Je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas disputé, ni supplié quiconque de déplacer mes parents. Je suis allé directement à la cabine du DJ, je lui ai tendu mon téléphone et je lui ai demandé d'arrêter la musique. Ensuite, j'ai demandé l'accès aux écrans de la salle de bal. Le sourire de ma future belle-mère a disparu quand elle a vu le premier document apparaître derrière moi. Mon fiancé s'est précipité, mais il était déjà trop tard. J'ai pris le micro et j'ai annoncé que les plans du mariage avaient changé. Le lendemain matin, la vidéo s'était répandue dans toute la ville. 3 familles puissantes avaient retiré leur soutien à mes beaux-parents, et l'homme que j'avais failli épouser se tenait devant la maison de mes parents, me demandant de le sauver. Avant de vous dire ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que j'ai quitté cet hôtel, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes, d'où vous regardez, et quel temps fait-il chez vous. Est-ce que cela correspond à votre humeur aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Pour comprendre pourquoi cette table a mis fin à mes fiançailles, vous devez savoir qu'il ne s'agissait jamais seulement d'une table. Le nom de mon fiancé était Daniel Vaughn, et sa mère, Margaret, avait passé les 18 mois de nos fiançailles à tester le degré de manque de respect que je tolérais avant de protester. La famille de Daniel possédait des biens commerciaux dans tout le comté, faisait des dons publics à des causes locales et apparaissait sur des photographies à presque chaque gala de charité pour un hôpital ou gala d'affaires. Mes parents, Henry et Jessica Carter, possédaient une petite entreprise de réparation de chauffage et d'appareils électroménagers. Mon père répondait encore lui-même aux appels d'urgence, tandis que ma mère s'occupait des comptes depuis un bureau étroit derrière l'atelier. Ils n'étaient pas influents au sens où Margaret définissait l'influence, mais ils avaient payé leurs employés pendant les mois creux, réparé des chaudières pour des clients âgés qui ne pouvaient pas payer la facture, et aidé de jeunes techniciens à obtenir des certifications. Quand Daniel les a rencontrés pour la première fois, il a dit qu'il admirait à quel point ils avaient les pieds sur terre. Margaret les a qualifiés de simples. La première fois, je me suis convaincu qu'elle voulait dire sincère. La 5e fois, je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Mes parents ont proposé de contribuer au mariage parce qu'ils avaient économisé pour cela depuis mon adolescence. J'ai suggéré une cérémonie plus petite, mais mon père a dit qu'il voulait m'offrir un jour où je n'aurais pas besoin de calculer chaque dollar. Ils ont payé la compte de la salle, le traiteur, la photographie, la musique et la plupart des hébergements des invités. Leur contribution a atteint 82 400 $. J'ai ajouté 26 000 $ de mes économies. Daniel et Margaret ont choisi des fleurs coûteuses et ont payé 7 800 $ pour celles-ci. Malgré cela, Margaret a dit à tout le monde que sa famille organisait le mariage. Elle a donné une interview à un site web mondain local sur l'union de 2 familles distinguées et a agi comme si mes parents avaient de la chance d'être inclus. Chaque fois que je la corrigeais en privé, Daniel me demandait de laisser tomber. Maman se soucie trop des apparences, disait-il. Cela ne nous fait pas de mal de la laisser profiter de l'attention. Mais cela nous faisait du mal. Chaque mensonge lui donnait plus de contrôle. Elle a retiré ma mère des réunions de planification car elle disait que trop d'opinions retarderaient les décisions. Elle a demandé à mon père de ne pas porter le costume marron qu'il avait acheté parce qu'il ressemblait trop à ce que porterait un vendeur. Lors de notre dîner de fiançailles, elle a déplacé mes parents de la table centrale après qu'un sénateur d'État a accepté une invitation. Quand j'ai protesté, Daniel a promis que cela n'arriverait plus jamais. Je l'ai cru parce que j'aimais l'homme qu'il était quand nous étions seuls. En privé, il était attentionné et patient. Devant sa mère, il confondait le silence avec la paix. Chaque fois qu'il ne parlait pas, je lui trouvais des excuses.
3 semaines avant le mariage, notre coordinatrice, Mara Ellis, m'a envoyé un projet de plan de table. Mes parents étaient à la table 2, à côté du père de Daniel et de ses parents les plus proches, exactement comme Daniel et moi l'avions approuvé. 4 jours avant la cérémonie, Mara a appelé et a demandé si j'avais autorisé une révision prioritaire. Elle a transféré une feuille de calcul que Margaret avait envoyée. Les invités avaient été divisés en catégories. La catégorie A comprenait les donateurs, les cadres, les officiels et les amis de la famille riche. La catégorie B contenait les collègues et les parents éloignés des Vaughn. La catégorie C contenait la plupart de ma famille. À côté des noms de mes parents, Margaret avait écrit « Table adjacente au service préféré ». Tenir à l'écart des angles de photographie principaux. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux me fassent mal. Daniel a trouvé la feuille de calcul ouverte sur mon ordinateur portable ce soir-là. Quand je lui ai demandé s'il l'avait vue, il a hésité avant de dire que sa mère ne faisait que gérer la salle efficacement. Je lui ai dit que adjacent au service signifiait à côté de la cuisine. Il a promis de corriger cela. Tu m'épouses moi, pas ma mère, a-t-il dit. Fais-moi confiance pour m'occuper d'elle. Je lui ai fait promettre que mes parents seraient traités avec respect. Il m'a regardé dans les yeux et a accepté, mais sa voix semblait répéter. Le matin du mariage, Mara m'a de nouveau envoyé un message. Margaret était arrivée avant le personnel et avait personnellement remplacé plusieurs cartons de placement. Mara a objecté, mais Daniel lui a dit de ne pas m'impliquer parce qu'il ne voulait pas que je devienne émotive avant la cérémonie. En pièces jointes se trouvaient des photographies du plan de table modifié, les instructions de Margaret et un courriel que Daniel avait envoyé à 7h14 ce matin-là. Sa dernière phrase disait « Olivia sera contrariée pendant quelques minutes, mais une fois que les invités arriveront, elle ne risquera pas de faire une scène. » Ce courriel était le document que j'ai remis au DJ jusqu'à ce que je voie mes parents à côté des portes battantes de la cuisine. Une partie de moi espérait qu'il y avait eu un malentendu. Puis Margaret les a qualifiés de source d'embarras, et Daniel a rejeté cela comme n'étant pas grave. Tous les avertissements se sont réorganisés en une seule vérité indéniable. Daniel n'avait pas manqué de me protéger de sa mère. Il l'avait aidé à calculer le degré d'humiliation que j'accepterais. J'ai pensé à l'avenir que j'avais imaginé. Si mes parents pouvaient être cachés à mon mariage, où s'assieraient-ils à l'anniversaire de mon enfant? Si je restais silencieuse, quelles leçons enseignerais-je à mes futurs enfants? J'ai arrêté de me demander comment sauver le mariage et j'ai commencé à me demander pourquoi j'envisageais encore de l'épouser. Le DJ a baissé la musique et la salle de bal est devenue silencieuse. Certains invités ont souri, supposant que la mariée était sur le point de faire un discours sentimental. Margaret n'a pas souri. Elle avait reconnu la feuille de calcul sur les écrans. Daniel s'est précipité et a ordonné au DJ de tout arrêter, mais le DJ m'a regardé. Le contrat était à mon nom. Laissez-le, ai-je dit. Daniel m'a attrapé le poignet sous la cabine. J'ai retiré sa main et lui ai dit de ne plus jamais me toucher de cette façon. C'est à ce moment-là que plusieurs invités ont réalisé que ce n'était pas une surprise de mariage planifiée. J'ai levé le micro. Bon après-midi. Avant que la cérémonie ne commence, je dois corriger un malentendu concernant la liste des invités d'aujourd'hui. J'ai pointé l'écran. Certains d'entre vous ont été identifiés comme des invités importants. D'autres ont été classés selon leurs revenus, leur profession, leur origine familiale et leur utilité pour la famille Vaughn. Des conversations ont éclaté. Les gens se sont tournés vers les tables près de la cuisine. Mes parents sont restés assis, non pas parce qu'ils étaient faibles, mais parce qu'ils ne savaient pas si se lever me compliquerait les choses. Je leur ai demandé de s'avancer. Mon père a légèrement secoué la tête, m'avertissant de ne pas sacrifier mon avenir pour sa fierté. Même en étant insulté, il essayait de me protéger. Daniel s'est approché et a dit que nous devions parler en privé. J'ai tenu le micro entre nous. Étais-tu au courant du changement de place? Il a regardé l'écran, les invités, puis sa mère. Ce n'est pas le bon moment. Étais-tu au courant? Je savais qu'elle avait des préoccupations. As-tu envoyé le courriel prédisant que je serais contrarié mais que je ne risquerais pas de faire une scène? Il n'a rien dit. Le deuxième écran affichait son message. L'atmosphère a changé. Jusque-là, les gens pouvaient se dire que Margaret avait agi seule et que Daniel était simplement dépassé. Ces mots ont supprimé cette excuse.
J'ai entendu quelqu'un près de l'avant murmurer. Il savait. Margaret s'est frayé un chemin entre les tables et a exigé le micro. C'est une affaire de famille privée. Éteignez ces écrans. Vous l'avez rendu public lorsque vous avez humilié mes parents devant tout le monde. Elle m'a accusé de manipuler la situation et a insisté sur le fait que le plan de table était basé sur la logistique. J'ai pointé la note à côté des noms de mes parents. Quel objectif logistique est servi en tenant les parents de la mariée à l'écart des angles de photographie? Margaret s'est tournée vers la salle et a affirmé qu'elle avait passé des mois à protéger l'élégance de l'événement. Elle a dit que certains parents ne comprenaient pas les attentes formelles. Je lui ai demandé ce qu'elle croyait que mes parents pourraient faire pour l'embarrasser. Elle a regardé les mains usées par le travail de mon père et le châle fait main de ma mère. Ils ne connaissent pas ces gens, a-t-elle dit. Ils ne sauraient pas comment se comporter. Ma mère s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Nous savons comment traiter les gens avec gentillesse. Je pensais que c'était la forme de comportement la plus importante. Ces mots ont fait taire la salle. J'ai de nouveau changé l'écran, affichant les factures. Il y a aussi eu confusion sur qui a organisé ce mariage. Mes parents ont payé 82 400 $. J'ai payé 26 000 $. La famille Vaughn a payé 7 800 $ pour des fleurs qu'ils ont sélectionnées. Les invités se sont tournés vers Margaret. Elle avait personnellement dit à beaucoup d'entre eux que les Vaughn finançaient tout. Je n'exposais pas les montants pour faire honte à quiconque d'avoir payé moins. Je les affichais parce que Margaret avait utilisé le sacrifice de mes parents pour renforcer sa réputation tout en les cachant aux personnes qui profitaient de ce qu'ils avaient acheté. Puis j'ai fait mon annonce. Il n'y aura pas de cérémonie de mariage cet après-midi. Le visage de Daniel a perdu toute couleur. Margaret a crié mon nom, mais j'ai continué. Le repas a été payé. Le personnel a travaillé dur et beaucoup d'entre vous ont voyagé pour venir ici. Quiconque souhaite rester est le bienvenu. Cependant, cet événement n'est plus un mariage Vaughn. Ce sera un dîner en l'honneur de Henry et Jessica Carter et une collecte de fonds pour des bourses de formation professionnelle soutenant les jeunes qui entrent dans les métiers spécialisés et l'hôtellerie. La table d'honneur sera retirée. Personne ici ne sera classé par revenu, titre ou utilité. Daniel a tendu la main vers le micro. Tu ne peux pas annuler notre mariage devant tout le monde. Je l'ai regardé. Voudrais-tu encore de ce mariage si me protéger nécessitait de décevoir ta mère? Sa bouche s'est ouverte, mais aucune réponse n'est venue. J'avais passé 18 mois à interpréter son hésitation avec générosité. J'avais fini de traduire le silence en amour. Margaret a qualifié mon annonce de vengeance puérile. Je lui ai dit que la vengeance signifierait lui faire ce qu'elle avait fait à ma famille. Je ne la plaçais pas à côté de la cuisine ni n'ordonnais aux photographes de l'éviter. Je refusais simplement d'épouser une famille qui exigeait que mes parents disparaissent. J'ai demandé à Mara d'apporter 2 chaises à l'avant. Alors que mes parents se dirigeaient vers moi, les invités se sont écartés. Certains ont applaudi, d'autres sont restés figés. La réaction la plus puissante est venue des personnes que Margaret avait qualifiées d'importantes. Elles venaient de découvrir que leurs invitations avaient été utilisées comme des armes contre tout ce qu'elles considéraient comme inférieur. Margaret est montée sur l'estrade et a dit à tout le monde que je faisais une dépression nerveuse. Sa stratégie était familière. Si elle ne pouvait pas réfuter les preuves, elle discréditerait la personne qui les présentait. Elle a dit que les mariés devenaient submergés, que des malentendus se produisaient et qu'une femme mature aurait géré le problème en privé. Pendant qu'elle parlait, des souvenirs me sont revenus en mémoire. À notre dîner de fiançailles, mon père est arrivé en avance et Margaret lui a tendu les clés de sa voiture parce qu'elle supposait qu'il était le voiturier. Ma mère a un jour proposé de coudre des faveurs en tissu pour les tables, et Margaret a répondu que les décorations faites à la main donneraient à la réception un aspect bon marché. Après chaque insulte, Daniel me demandait de ne pas surréagir. Debout devant ces écrans, j'ai compris que l'intimité n'avait jamais protégé l'harmonie familiale. L'intimité protégeait Margaret des conséquences. J'ai dit à la salle que j'avais géré les préoccupations en privé. J'avais parlé à Daniel après le dîner de fiançailles, l'essayage de la robe, le retrait de ma mère par Margaret des courriels de planification et la première révision du plan de table. Chaque conversation privée se terminait par une promesse. Chaque promesse durait jusqu'à ce que Margaret veuille autre chose. Combien de conversations privées une femme doit-elle aux personnes qui continuent de répéter le même manque de respect public, ai-je demandé.
Quand la patience cesse-t-elle d'être de la maturité pour devenir une permission? Le père de Daniel, Victor Vaughn, s'est levé de sa table. Margaret lui a ordonné de s'asseoir, mais il s'est avancé. Victor n'était pas chaleureux, et je n'avais jamais été proche de lui. Il laissait généralement Margaret parler pour eux deux. Je m'attendais à ce qu'il la défende. Au lieu de cela, il a demandé à Mara si le courriel à l'écran était authentique. Elle a confirmé qu'il provenait du compte de Margaret et que Daniel avait approuvé l'arrangement final ce matin-là. Victor a regardé son fils. Tu as vu ses parents à côté de la cuisine et tu l'as permis. Daniel a dit qu'il avait essayé d'éviter un conflit avant la cérémonie. Tu as évité un conflit pour toi-même, a répondu Victor. Tu l'as refilé à ta fiancée. Margaret a dit à Victor de ne pas embarrasser la famille. Tu as utilisé ce mot toute la journée, a-t-il dit. Peut-être devrions-nous discuter de ce qui a réellement embarrassé cette famille. Il a admis que Margaret avait dit à des amis que les Vaughn finançaient le mariage et a confirmé que leur seule contribution directe avait été les fleurs. Puis il a révélé quelque chose que je ne savais pas. Margaret avait demandé à la fondation de la famille Vaughn de rembourser $18 000 de dépenses de design, de médias et d'accueil liés au mariage. Elle a présenté la réception comme un événement de développement de donateurs, affirmant que Daniel et moi avions accepté de promouvoir la fondation. Une femme à la table s'est levée si rapidement que sa chaise est tombée en arrière. Son nom était Evelyn Price, présidente du conseil d'administration de la fondation. Elle a dit qu'elle avait approuvé des dépenses préliminaires pour une réception de collecte de fonds communautaires, pas des décorations pour un mariage privé. Elle a demandé à Margaret si l'argent de la fondation avait payé pour la salle de bal. Margaret a refusé de répondre et a qualifié la discussion d'inappropriée. Evelyn a regardé les factures et a demandé à Mara si elle avait des copies des contrats de décoration. Mara a dit que oui. Elle avait conservé chaque instruction parce que Margaret changeait constamment les arrangements et blâmait les membres du personnel lorsque des problèmes suivaient. Le conflit n'était plus entre ma famille et celle de Daniel. Il était entre les personnes qui voulaient que la vérité soit examinée et celles qui voulaient que la cérémonie continue comme si de rien n'était. Margaret s'est rapprochée de moi. Tu as détruit l'avenir de Daniel parce que tes parents ne pouvaient pas tolérer une table gênante. Mes parents ont toléré la table, ai-je répondu. Je n'ai pas toléré ce qu'elle représentait. Elle a dit, les gens comme ma famille n'ont jamais compris les sacrifices nécessaires pour se construire un nom respecté. Est-ce que ces sacrifices incluent l'utilisation de l'argent de la charité pour décorer le mariage de votre fils? Pour la première fois, la peur est apparue sous son mépris. Daniel m'avait dit un jour que Margaret avait grandi dans la pauvreté, déménageait fréquemment et portait des vêtements d'occasion. Elle avait passé sa vie d'adulte à fuir chaque rappel de cette enfance. Au lieu de développer de la compassion pour les personnes jugées sur leurs revenus, elle avait rejoint ceux qui jugeaient. Mes parents la menaçaient parce qu'ils vivaient modestement sans honte. Ils prouvaient que la dignité ne pouvait pas être achetée. Comprendre son motif n'excusait pas ses actions. Cela ne faisait que les rendre plus claires. Margaret a exigé que la sécurité me retire de la plateforme, oubliant que j'avais signé le contrat de la salle. Le directeur l'a informé que seul Mara ou moi pouvions demander le retrait d'un invité. Quelques personnes ont ri, et le contrôle de Margaret a encore glissé. Elle a regardé Daniel, s'attendant à ce qu'il rétablisse l'ordre. Il s'est avancé vers moi et a dit, enlève les écrans. Excuse-toi d'avoir rendu cela public, et nous pouvons encore sauver la cérémonie. Ces mots ont répondu à la dernière question. Même après avoir vu mes parents être humiliés, sa plus grande préoccupation n'était pas ce qui s'était passé. C'était que d'autres personnes l'avaient vu. J'ai demandé à Daniel pourquoi il s'attendait à ce que je m'excuse. Il a dit que je l'avais pris par surprise, que j'avais nui à la réputation de sa famille et que j'avais transformé un désaccord sur le placement en un scandale. Je lui ai rappelé qu'il avait approuvé le plan, l'avait dissimulé et avait prédit que je resterais silencieuse une fois les invités arrivés. Il a prétendu que le courriel avait été sorti de son contexte. Quel contexte le rendrait acceptable, ai-je demandé. Il n'avait pas de réponse. Au lieu de cela, il s'est penché près de moi. Sors avec moi tout de suite ou cette relation est terminée. Peut-être croyait-il que la menace me ferait obéir. 2 heures plus tôt, cela aurait pu être le cas. Debout à côté de mes parents, j'ai réalisé que la relation qu'il menaçait de terminer avait déjà pris fin lorsqu'il a décidé que ma dignité importait moins que son confort. J'ai retiré ma bague de fiançailles et je l'ai placée dans sa paume.
Alors que ce soit la première décision honnête que nous prenons aujourd'hui. C'est fini. Ma mère a couvert sa bouche. Mon père s'est approché, non pas pour m'arrêter, mais pour s'assurer que je pouvais tenir debout. Daniel a fixé la bague. Tu jettes 6 ans pour une seule erreur. Ce n'était pas une seule erreur. C'était un schéma, et aujourd'hui tu as prouvé qu'il continuerait après notre mariage. Margaret s'est avancée. Ne la laisse pas te parler comme ça. Elle cherchait une excuse pour prendre notre argent et nous humilier. Les factures brillaient encore derrière elle. Quel argent, ai-je demandé. Quelqu'un près du fond a crié. Sa famille a payé pour le mariage. Un autre invité a exigé que Margaret s'excuse. Un troisième a demandé si l'argent de la fondation avait financé les fleurs. Des téléphones étaient apparus dans toute la salle de bal. Un de mes cousins avait diffusé en direct pour les parents qui ne pouvaient pas être présents. L'assistante du photographe avait enregistré la confrontation car elle pensait que cela pourrait devenir une preuve dans un litige contractuel. Les invités partageaient déjà des clips. Je n'ai jamais demandé à personne de publier les images. J'ai demandé que les visages de mes parents ne soient pas partagés sans permission, mais Margaret avait invité des journalistes locaux et des chroniqueurs mondains parce qu'elle voulait de la publicité pour le mariage Vaughn de l'année. Ces mêmes personnes avaient maintenant des places au premier rang pour son effondrement. Un journaliste s'est approché d'Evelyn et a demandé si la fondation enquêterait sur les dépenses. Evelyn a annoncé que tous les remboursements liés à l'événement étaient suspendus en attendant une réunion d'urgence du conseil. 2 donateurs majeurs se tenaient à ses côtés. L'un a suspendu un don de $200 000 jusqu'à ce que l'organisation produise des registres complets. Un autre a dit qu'il ne faisait pas de dons à des institutions dirigées par des personnes qui classaient les familles selon leur utilité sociale. Daniel m'a blâmé pour les retraits. Victor l'a interrompu. Le comportement de ta mère a causé cela. Ton approbation t'en a rendu complice. Olivia n'a fait qu'allumer les lumières. Daniel a soutenu qu'un mari devrait protéger sa mère de l'humiliation publique. Pourquoi ce principe ne s'appliquait-il pas lorsqu'elle a humilié la mienne? Ai-je demandé. Une fois de plus, le silence lui a répondu. Mara a demandé au personnel de retirer la table d'honneur. Plusieurs invités ont aidé à porter les chaises. Mes parents ont déplacé la petite table près de la cuisine au centre de la salle de bal pour que tout le monde puisse voir à quel point l'arrangement avait été dégradant. Les serveurs qui avaient passé la matinée à recevoir les ordres de Margaret regardaient depuis les bords. Le capitaine de banquet a demandé si j'avais l'intention de continuer le repas. J'ai dit oui, mais seulement après que chaque travailleur ait reçu de la nourriture pendant la pause. Margaret avait demandé au traiteur que le personnel ne mange pas avant le départ des invités car elle ne voulait pas que des uniformes soient visibles sur les photographies de la réception. J'ai annulé cette instruction. L'atmosphère a changé une fois que le plan de table original a disparu. Les invités se déplaçaient entre les tables. Mes parents ont été invités à s'avancer par des gens qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Le sénateur d'État que Margaret avait placé à la table s'est approché de mon père et a expliqué que son entreprise avait une fois réparé le système de chauffage d'un centre pour anciens combattants sans facturer la main-d'œuvre. Un cadre d'hôpital s'est souvenu avoir reçu une couverture faite par le groupe de l'église de ma mère pendant un traitement de chimiothérapie. Margaret avait classé mes parents comme sans importance parce qu'elle ne reconnaissait l'influence que lorsqu'elle était accompagnée d'un titre. La salle a commencé à révéler une sorte d'influence plus discrète qu'elle n'avait pas su voir. Je suis retourné au micro. Toute personne mal à l'aise avec le changement d'événement était libre de partir. La nourriture et la musique continueraient. Les cadeaux de mariage seraient retournés à moins que les invités ne choisissent de les convertir en dons pour la bourse Carter pour les métiers spécialisés et l'hôtellerie. Le fonds soutiendrait la certification technique, la formation culinaire, la gestion hôtelière et d'autres carrières trop souvent traitées comme invisibles par les personnes qui bénéficient de leur travail. Mon père a protesté en disant qu'il n'avait pas besoin de son nom sur quoi que ce soit. C'est exactement pourquoi il y a sa place, lui ai-je dit. Plus de la moitié des parents de Daniel sont restés. Certains se sont excusés auprès de mes parents. D'autres ont admis que Margaret les avait pressés pendant des années de maintenir les apparences. Quelques-uns sont partis avec elle, bruyamment, déclarant que je n'avais aucune classe. Leur départ a créé de la place pour que les travailleurs du banquet se joignent au dernier plat. L'orchestre a joué la chanson préférée de mes parents. J'ai dansé avec mon père, non pas comme une mariée prétendant que la journée s'était déroulée comme prévu, mais comme une fille,
honorant l'homme qui ne lui avait jamais demandé de se faire plus petite. Daniel est resté près de l'entrée pendant près d'1 heure. Il s'est approché de moi 2 fois. La première fois, il m'a demandé d'arrêter la diffusion en direct. La deuxième fois, il m'a demandé si je comprenais comment le scandale pourrait affecter sa position à la fondation. Aucune des 2 conversations n'a commencé par des excuses à mes parents. Quand il est finalement parti, il a marché à côté de Margaret. Cette image m'a fait plus de mal que de rendre la bague. Même après que tout ait été exposé, il a choisi la personne qui exigeait la loyauté plutôt que la personne qui demandait l'intégrité. À la fin du dîner, la bourse avait reçu 41 600 $ de promesses de dons. Vers minuit, ma mère et moi nous tenions à côté des portes de la cuisine où sa table avait été initialement placée. « Regrettes-tu d'avoir annulé le mariage ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé à travers la pièce les invités aidant le personnel à empiler les chaises. Je regrette d'avoir eu besoin d'un micro pour apprendre qui était Daniel, ai-je dit. Je ne regrette pas d'avoir écouté une fois qu'il me l'a montré. J'ai dormi moins de 2 heures chez mes parents. À 6h12 le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. La première vidéo publiée par un invité avait reçu plus de 300 000 vues. À 8 heures, les pages d'actualité locales partageaient des clips sous des titres parlant d'une mariée annulant son mariage après que ses parents aient été assis à côté de la cuisine. Le moment le plus largement partagé ne me montrait pas en train de rendre la bague. Il montrait ma mère disant à Margaret, « Nous savons comment traiter les gens avec gentillesse. » Cette phrase a voyagé plus loin que n'importe quel discours de colère n'aurait pu le faire. Tout le monde ne m'a pas soutenu. Certains m'ont accusé d'avoir planifié l'humiliation pour attirer l'attention. D'autres ont soutenu que les disputes familiales devraient rester privées. Quelques-uns ont dit que j'aurais dû déplacer discrètement mes parents et continuer le mariage. Mais des milliers ont reconnu le schéma. Ils ont partagé des histoires sur le fait d'avoir été cachés lors de remises de diplômes, exclus des photographies, moqués pour leurs accents, ou traités comme inférieurs par des parents plus riches. La vidéo est devenue plus grande qu'un simple plan de table. Elle représentait chaque moment où quelqu'un avait été sommé de préserver la paix en avalant le manque de respect. À 8h40, Evelyn Price a publié une déclaration annonçant un examen indépendant des dépenses événementielles de la fondation de la famille Vaughn. À 9h15, Victor a appelé mon père et s'est excusé sans chercher d'excuses. Il a admis qu'il avait laissé Margaret dominer leur vie sociale parce que la confronter était épuisant. Son silence avait permis le même comportement qu'il condamnait maintenant chez Daniel. Victor a dit que l'audit préliminaire de la fondation avait découvert plus que les 18 000 $ qu'il avait mentionnés. Margaret avait classé la photographie de relations publiques, le transport, les cadeaux des invités et les suites d'hôtels comme des dépenses de développement de donateurs. Le total sous examen dépassait 63 000 $. La fondation avait une mission légitime et avait aidé de nombreuses personnes, rendant le détournement présumé encore pire. Victor s'est temporairement retiré du conseil pour éviter d'influencer l'enquête. Daniel a été démis de ses fonctions de conseiller juridique car il avait examiné des documents de remboursement liés au mariage. Il a prétendu ne pas avoir examiné les détails, mais le conseil a déterminé que son implication créait un conflit d'intérêts. Rien de tout cela n'est arrivé parce que j'ai inventé un scandale. C'est arrivé parce que des documents existaient et que la confrontation publique les a empêchés d'être expliqués discrètement. À 10h03, Daniel est arrivé chez mes parents. Il portait le même costume, bien que sa veste soit froissée et sa cravate disparue. Mon père m'a demandé si je voulais qu'il soit renvoyé. J'ai dit non. Une partie de moi avait besoin d'entendre ce que Daniel dirait quand il n'y aurait ni invité ni micro. Il est entré dans la cuisine et a dit que tout était devenu incontrôlable. La fondation pourrait s'effondrer. Les clients appelaient et Margaret s'était enfermée dans sa chambre. Après plusieurs minutes, il n'avait toujours pas mentionné mes parents. « Pourquoi es-tu ici ?» ai-je demandé. Il a dit que nous devions publier une déclaration commune expliquant que le plan de table était un malentendu regrettable et que j'avais réagi sous la pression émotionnelle. En retour, sa famille n'engagerait pas de poursuites judiciaires concernant les vidéos ou l'atteinte à la réputation. Ma mère a quitté la cuisine parce qu'elle ne se faisait pas confiance pour rester silencieuse. Mon père est resté à mes côtés. J'ai demandé si j'avais mal compris le courriel qu'il avait envoyé. Daniel a dit que la formulation était maladroite. J'ai demandé si la déclaration de Margaret sur le fait d'embarrasser les invités importants était aussi un malentendu. Il a prétendu qu'elle était en colère et ne le pensait pas littéralement.
J'ai demandé si placer mes parents à côté de la cuisine était accidentel. Il a admis que c'était délibéré, mais a insisté sur le fait qu'il prévoyait de les déplacer après la cérémonie. Cette explication n'avait aucun sens. La cérémonie était le moment où les présentations formelles et les photographies de famille auraient lieu. « Es-tu désolé pour ce que tu as fait ?» ai-je demandé. « Ou désolé que les gens l'aient découvert ?» Daniel a fixé la tasse de café. Les deux problèmes ne peuvent pas être séparés. Si, ils le peuvent. L'un exige la responsabilité. L'autre exige des relations publiques. Il a posé la bague de fiançailles sur la table et a dit que nous pourrions encore nous marier en privé après que l'attention ait disparu. Il a proposé de déménager et de limiter les contacts avec Margaret pendant un certain temps. Chaque promesse avait une date d'expiration. Pendant un certain temps signifiait jusqu'à ce que je me calme. En privé il signifiait sans témoin qui reconnaissait le schéma. Après que l'attention ait disparu signifiait qu'il croyait toujours que la découverte était le vrai problème. J'ai repoussé la bague. Sa voix s'est durcie. Il m'a accusé d'utiliser mes parents comme une excuse parce que j'avais peur du mariage. Mon père s'est levé, mais je lui ai demandé de laisser Daniel finir. Daniel a dit qu'aucune relation ne pourrait survivre si un partenaire exposait publiquement chaque erreur. J'étais d'accord. Puis je lui ai dit qu'aucune relation ne pourrait survivre si un partenaire participait à la cruauté et exigeait le secret par la suite. Il a laissé la bague sur la table et est sorti. Margaret a appelé 11 minutes plus tard. « Tu as détruit ma famille. J'ai décrit ce que votre famille a fait. » Elle a exigé que je retire les vidéos, que je contacte les donateurs et que je dise à Evelyn que les dépenses de la fondation faisaient partie d'un événement conjoint autorisé. Je lui ai rappelé que je n'avais jamais accepté de présenter mon mariage comme une collecte de fonds. Elle a dit que mes parents ne seraient jamais acceptés dans les cercles respectables après avoir causé un tel chaos. Les gens respectables n'ont pas besoin de cacher les autres à côté d'une cuisine. Margaret a menacé de poursuivre en justice jusqu'à ce que Victor lui prenne le téléphone. Je les ai entendus se disputer avant que l'appel ne se termine. Cet après-midi-là, Victor a emménagé chez son frère. Il a dit à Daniel qu'il ne reviendrait qu'après que Margaret ait coopéré à l'audit et cherché une aide professionnelle. Daniel m'a blâmé pour la séparation de ses parents. Lors de la réunion d'urgence du conseil, Victor l'a corrigé publiquement. Le soir, Margaret avait été suspendue de son poste de présidente de la fondation. 3 organisations l'ont retirée de comité à venir. Le site web mondain a supprimé son aperçu flatteur du mariage et a reconnu que ses affirmations sur le financement de l'événement étaient inexactes. Le cabinet d'avocats de Daniel l'a mis en congé administratif pendant l'examen de l'utilisation éventuelle des ressources de l'entreprise pour les documents de la fondation. Sa carrière n'a pas été détruite, mais la promotion qui l'attendait a été reportée indéfiniment. Je n'ai pas célébré. Voir une famille s'effondrer est douloureux, même lorsque ses membres ont causé les dégâts. J'avais aimé Daniel et imaginé des enfants, des vacances, des matins ordinaires et des décennies de souvenirs avec lui. Mais le deuil ne signifiait pas que ma décision était mauvaise. Parfois, la douleur n'est pas la preuve que vous devriez revenir. Parfois, c'est le coup de refuser de s'abandonner soi-même. 6 mois après le mariage annulé, l'audit indépendant a publié ses conclusions. Margaret avait autorisé ou soumis 71 000 $ de dépenses de fondation douteuses pour plusieurs événements sociaux, y compris les coûts liés à notre mariage. Elle a remboursé l'argent dans le cadre d'un règlement, a démissionné de façon permanente et il lui a été interdit d'occuper un autre rôle financier dans l'organisation. Aucune accusation criminelle n'a été portée car les fonds ont été restitués et le conseil a choisi une résolution civile. Mais l'autorité sociale de Margaret a disparu. Les invitations qui arrivaient autrefois chaque semaine ont cessé. Les personnes qui avaient toléré son comportement pour avoir accès aux nouveaux n'ont découvert qu'elle n'avait plus besoin d'elle. Daniel a gardé son emploi après avoir terminé un examen éthique, mais il a perdu son poste à la fondation et la promotion qui l'attendait. Il a déménagé dans une autre ville plusieurs mois plus tard. Avant de partir, il m'a envoyé une lettre. Pour la première fois, il n'a pas blâmé la vidéo, les invités, ou ma décision d'utiliser le micro. Il a admis qu'il avait passé sa vie à gérer les réactions de Margaret et qu'il avait confondu l'évitement avec la gentillesse. Il a écrit qu'il m'aimait, mais qu'il s'attendait à ce que je me joigne à lui pour mettre sa mère à l'aise aux dépens de tous les autres. Je croyais que ses excuses étaient sincères. Je comprenais aussi que des excuses honnêtes n'exigeaient pas de réconciliation.
Le pardon pouvait libérer ma colère sans me ramener dans la relation. J'ai répondu une fois, le remerciant d'avoir pris ses responsabilités et lui souhaitant bonne chance. Je n'ai pas rouvert la porte. Margaret a envoyé à mes parents des excuses manuscrites après l'audit. Ma mère les a lues et les a placées dans un tiroir. Elle ne les a pas détruites, mais elle n'a pas invité Margaret à revenir dans sa vie. Quand je lui ai demandé si elle lui pardonnait, ma mère a dit « J'espère qu'elle deviendra meilleure ». Cela ne veut pas dire que j'ai besoin de me tenir assez près pour être testé à nouveau. Cette phrase m'a appris plus sur les limites que toutes les disputes au mariage. Le dîner suivant la cérémonie annulée est devenu un événement annuel de bourse d'études. Les 41 600 $ initiaux ont augmenté après que les spectateurs aient commencé à faire des dons. Au cours de sa première année, la bourse Carter pour les métiers spécialisés et l'hôtellerie a financé 12 étudiants, dont des apprentis électriciens, des techniciens en chauffage, des étudiants en cuisine, des stagiaires en gestion hôtelière et une mère célibataire étudiant la coordination d'événements. Mon père s'est plaint que son nom sonnait trop grand sur les certificats. Puis il a pleuré en présentant le premier. Mara a rejoint le comité des bourses. Le capitaine de banquet est devenu un conseiller veillant à ce que les travailleurs de l'hôtellerie aident à sélectionner les récipiendaires. Evelyne est restée présidente de la fondation et a introduit des contrôles financiers plus stricts. Victor a continué à soutenir l'organisation mais a évité les postes de direction jusqu'à la fin de l'enquête. Lui et Margaret se sont séparés pendant près d'1 an. Qu'ils aient finalement reconstruit leur mariage n'était plus de ma responsabilité. J'ai gardé ma robe de mariée dans sa boîte pendant plusieurs mois parce que l'ouvrir, c'était comme toucher une version de moi-même qui n'existait plus. Finalement, je l'ai donnée à une organisation à but non lucratif qui fournit des vêtements de cérémonie aux femmes confrontées à des difficultés financières. Je n'avais pas besoin de la brûler ou de la détruire. La robe n'avait rien fait de mal. Elle appartenait simplement à un avenir que j'avais dépassé. Les gens m'ont souvent demandé si mon annonce était une vengeance. Je comprenais pourquoi. Margaret a perdu sa position et son influence sociale. Daniel a perdu le mariage et l'avenir qui l'attendait. La famille Vaughn a perdu l'image qu'elle avait soigneusement entretenue. Mais mon but n'était pas de les détruire. Mon but était d'arrêter de participer à l'humiliation de mes parents. Les conséquences sont venues des preuves déjà cachées derrière leur réputation. La vraie vengeance aurait exigé que je devienne comme Margaret, que je classe les gens, que j'expose la douleur pour le plaisir et que je traite l'humiliation comme une victoire. Ce que j'ai choisi, c'est la responsabilité. J'ai dit la vérité, j'ai annulé un engagement bâti sur la malhonnêteté, j'ai protégé mes parents et j'ai permis à des adultes de subir les conséquences de leur choix. 1 an après le mariage, je suis retourné au même hôtel pour le dîner des bourses. Avant d'entrer dans la salle de bal, je me suis arrêté à côté des portes de la cuisine. Les serveurs les traversaient rapidement, portant des plateaux vers des invités qui considéraient rarement le travail nécessaire pour servir des centaines de repas. Je me suis souvenu de mes parents assis là, essayant de ne pas me charger de leur douleur. Puis je me suis souvenu de ces portes s'ouvrant plus tard alors que les travailleurs du banquet se joignaient à nos tables en tant qu'égaux. C'était la véritable annonce que j'ai faite ce jour-là, même si je n'avais pas encore les mots pour le dire. Personne que j'aime ne sera caché pour que quelqu'un d'autre se sente important. Je n'ai pas eu le mariage que j'avais prévu. J'ai reçu quelque chose de plus précieux avant que les vœux ne rendent le départ plus difficile. J'ai appris que l'amour sans courage devient une permission. La paix sans équité devient le silence. Et la loyauté familiale ne signifie rien lorsqu'elle n'est exigée que de la personne qui subit le préjudice. Alors, dites-moi honnêtement, auriez-vous fait l'annonce, déplacé vos parents discrètement, ou seriez-vous parti sans rien dire? Vous a-t-on déjà demandé de maintenir la paix alors que ce que les gens voulaient vraiment, c'était votre silence? Partagez votre réponse car quelqu'un qui la lit pourrait avoir besoin de la permission de choisir la dignité avant qu'une autre table de cuisine ne soit préparée pour lui. Merci d'avoir regardé l'histoire émouvante du début à la fin. Tout dans cette vidéo est fictif et créé uniquement pour la narration, le divertissement et la réflexion. Vous espérez que le message restera avec vous. Parfois, la réponse la plus forte à la trahison n'est pas la confrontation, mais de devenir si sûr de soi que le passé n'a plus le pouvoir de vous écorcher mot à mot.